Eh bien, merci à tous d'être venus au village d'Aïsia pour c'est, Olivier qui va vous parler de son aventure entrepreneuriale sous le spectre de la RSE en tant qu'innovation. Je voulais juste, avant de lui laisser la parole, euh, juste revenir pour les quelques personnes qui ne connaîtraient pas le village d'Aïsia sur ce qu'on fait ici. Donc, nous sommes ce qu'on appelle un accélérateur de start-up. Donc, on accueille des entreprises, on les accompagne, on les aide à passer le cap du développement commercial euh, ici, donc sur des durées de 2 années, sur des start-up qui ont une maturité, donc qui fait qu'elles sont déjà en phase de commercialisation. On travaille à travers une communauté bien sûr de start-up, je le disais, mais aussi de partenaires, les partenaires de l'INPA. Didier Savatier de Duo Solutions représente ici donc les partenaires du village d'ASCA, par exemple, parmi le Crédit Agricole, bien sûr. Cette communauté à la fois d'entreprises, on va dire, traditionnelles et d'entreprises innovantes, on fait en sorte que ça serve les intérêts des uns et des autres pour l'ensemble du territoire. Nous sommes une communauté de 44 villages qui réunit au total plus de 1400 startups et plus de 750 entreprises partenaires sur le territoire national, mais également un peu en Italie et au Luxembourg. Voilà. Le concept de l'écosystème Village Baïséa, c'est aussi de permettre aux entreprises du territoire et à tous ceux qui sont intéressés de s'inspirer sur des sujets divers et variés. Donc, nous avons au sein de notre société, le Village Baïséa Charente-Maritime de Sèvres, 2 antennes, une à La Rochelle et Abdou ici en est le responsable du village de La Rochelle et un Niort ici. On a organisé à La Rochelle déjà des interventions que vous pourrez, si vous le souhaitez, retrouver en replay sur notre site internet, villagebaïséa.clis. Et donc des interventions de Fontaine Pajot, c'est le instructeur naval, qui est intervenu sur la décarbonation. Olivier Richard, le groupe Bellusine, est intervenu sur séduire une nécessité pour l'entreprise. Et là, Olivier va nous gratifier de la présentation de son entreprise et de son aventure entrepreneuriale par le spectre de la RSE en tant qu'innovation historique, mais je ne défends pas le sujet, je te laisse intervenir. Merci beaucoup, Olivier, de nous d'avoir accepté cette invitation et d'avoir accepté de présenter ton entreprise. Donc ici, personne s'y présente, quelques personnes sont à distance et voilà, l'intervention est enregistrée d'ores et déjà et elle pourra être rediffusée largement. Ok. Je te laisse la parole. Merci beaucoup. Bien, merci. Bien, merci, monsieur le maire. Comme ça qu'on dit, hein. Hey, responsable ou maire, c'est maire, maire. Bon. Donc, moi, je suis citoyen. Citoyen du Crédit Agricole. Donc, merci de l'invitation, du témoignage. Alors, c'est pas la RSE moteur d'innovation, il fallait trouver un titre. Bon, voilà, on a mis le titre, mais c'est plus des pistes qu'une leçon de RSE ou un cours sur l'innovation, il faut le prendre comme ça, avec beaucoup de modestie et d'humilité. Voilà, un propos préalable. Si on présente l'entreprise, donc Laboratoire Sciences et Nature, donc on a des valeurs qui sont responsabilité, respect, travail, innovation. C'est toujours important d'en sélectionner au moins quelques-unes, mais c'est encore plus fort de les vivre de l'intérieur en tant que salarié, membre de l'entreprise ou que client. Si tu enchaînes, on a une raison d'être. Alors, raison d'être qui est à la fois, on le verra après, une raison d'être dans l'absolu et la raison d'être statutaire, puisqu'on est entreprise à mission. Donc, la raison d'être est de donner à chacun la possibilité de prendre soin de soi et de sa famille et de sa maison en préservant notre planète. On ne sait toujours pas de quoi ça parle, mais on y arrive progressivement avec un savoir-faire qui est plutôt… donc là, on rentre dans le concret.
savoir-faire industriel, qui est une approche globale et cohérente. On qualifie de la fleur au flacon. On est dans les Deux-Sèvres, on est sur un territoire agricole. Donc, on est cultivateur de la fleur et au flacon, avec tout un process de R&D industriel qui nous permet de maîtriser de la recherche et développement. Donc, on est dans l'univers cosmétique et produits d'entretien, bien-être, avec une capacité industrielle en fabrication, en conditionnement, supply chain, tout ce qui est flux amont, flux aval, et une conformité à des standards exigeants. Alors, c'est peut-être un peu obscur, ISO 14001, 9001, je pense que oui, 26000, c'est tout ce qui est RSE. 22716, c'est un peu plus propre à notre industrie, c'est les bonnes pratiques de fabrication cosmétique. Et puis Cosmos, OSAS 18001, d'autres labels. Et un savoir-faire qu'on résume par une exigence supérieure au-delà du bio, on le verra également. Et ce savoir-faire, il se met à la disposition de marques qui, historiquement, donc, on a Body Nature, l'expérience relationnelle, donc vente à domicile depuis 72, donc on a dépassé les 50 ans. Sanctifolia, donc on est cosméto-botanique, donc c'est des cosmétiques en réseau spécialisé bio et en pharmacie. Guérande, cosmétique naturelle des marais salants, qui est le fruit d'un partenariat avec les salines de Guérande à Guérande, pour valoriser les marais salants autrement que par du sel, parce qu'il y a plein d'autres belles choses. Croissance, donc, qui est une marque qui se destine plus pour l'hygiène professionnelle. Donc, c'est essentiellement de la détergence à 95%, mais il y a du lavage des mains en milieu professionnel. Donc, on parle d'hygiène au sens large. Et puis, recherche et production à façon, on est également façonnier. Donc, on travaille pour le compte de marques qui ne sont pas les nôtres, qui sont des marques de distributeurs ou des marques nationales qui sont à la recherche de savoir-faire dans l'univers qui nous occupe depuis toujours, qui sont les produits cosmétiques et d'entretien avec un socle écologique. Voilà. Et puis, on a également Odyssée Nature, une expérience unique. Donc, c'est un principe de tourisme industriel où on ouvre le domaine à nos clients, à nos clients utilisateurs, clients professionnels, pour découvrir comment tout le discours que je vous sers aujourd'hui, on peut le concrétiser en vrai avec une visite in situ qu'on a organisée. Et je parle de domaine parce qu'on on est sur alors il n'y a pas de vigne, enfin il y a des vignes, mais on ne fait pas de vin avec. On est sur le domaine familial agricole de mon grand-père maternel, qui s'appelait Monsieur Body. C'est l'histoire qui a commencé comme ça. Voilà. Et puis il y a Oreca, qui est c'est une start-up en sommeil pour le moment, qui est le vrac liquide de nouvelle génération. On pourra en parler éventuellement. Donc voilà qui on est. Et tout ça, donc il y a une petite flèche normalement qui fait que le tout s'auto-alimente et sa vie globalement. Je ne sais pas, à ce stade, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Enfin, ou c'est après, je ne sais pas. Enfin, on posera les questions à l'issue. Oui. Ok. Donc là, comme j'ai tout dit, j'ai presque fini. Néanmoins, on va pouvoir, avant d'aller peut-être un peu plus sur le sujet RSE ou technique, c'est toujours bien d'avoir une vidéo pour concrétiser le sujet. Donc, je te laisse lancer. Ça peut interpeller, et puis après, on sera plus dans le concret de la RSE. Le laboratoire Sciences et Nature est avant tout une histoire familiale de passion et de conviction. En 1972, Gilles Guilbeault fait de son rêve une réalité. Il crée son entreprise et vend ses premiers produits d'entretien. Son épouse Marie-Thérèse développe les formules des produits écologiques. Son nom de jeune fille Body aspirera la marque Body Nature. Dès lors, l'aventure est lancée et se poursuit aujourd'hui avec Olivier et Antoine, les fils du couple fondateur. C'est ici, à Neuilly-les-Aubiers, que leur vision perdure.
et que le futur du laboratoire Sciences et Nature s'écrit en parfaite harmonie avec son environnement. Une unité de production parmi les plus écologiques au monde, une énergie verte mêlant solaire, éolien et biomasse, le respect des principes de l'agriculture biodynamique. Les 125 hectares du domaine naturel accueillent des espèces animales et végétales protégées, participant ainsi au maintien de la biodiversité. Ici, la nature est inspirante. Nous en prenons soin. Afin d'assurer son propre avenir, l'homme doit se reconnecter à la nature, aux vivants, et leur redonner la place qu'ils méritent. Ce principe, il prend vie au quotidien dans tous nos foyers. On le constate avec les produits de bien-être, d'hygiène et d'entretien. Choisir une marque respectueuse de la planète n'est plus une mode, mais bien une nécessité. Nos équipes s'animent chaque jour pour donner vie à la mission du laboratoire Sciences et Nature, qui est de comprendre les systèmes naturels, les préserver et en apporter les bienfaits aux hommes et à la société à travers des formules saines et sécurisantes. L'expertise du laboratoire Sciences et Nature en matière de recherche et développement, de produits cosmétiques, d'entretien et bien-être permet de répondre aux standards les plus exigeants. Le laboratoire Sciences et Nature dispose également de sa propre capacité de fabrication et de conditions. L'activité nous impose d'investir régulièrement sur nos équipements industriels, ceci afin d'améliorer nos processus de production et de former notre personnel en conséquence. L'objectif est bien de pouvoir répondre à la demande tout en garantissant la qualité et la sécurité de nos produits. Chaque jour, ce sont près de 35 tonnes de produits qui sont fabriqués. Nous assurons aussi l'activité logistique en interne. Les commandes sont expédiées vers la France et à l'international avec des circuits spécifiques, aussi bien pour les professionnels que les particuliers. Notre conscience écologique s'exprime à travers différentes marques. Chacune cultive le respect de l'homme, de l'environnement et s'intègre dans une logique collaborative et complémentaire. L'expérience humaine, à travers la vente à domicile avec Body Nature, la cosméto-botanique avec Sentifolia, le pouvoir des homères avec Guérande Cosmétique, des produits d'entretien et d'hygiène sécurisants pour les professionnels avec ProSense, la fabrication en façon avec le laboratoire Sciences et Nature, et enfin l'ouverture et la transparence avec le parcours Odyssée Nature. Et nous allons au-delà de notre activité de fabricant avec la Fondation Sciences et Nature, dont la mission est d'initier et de soutenir des projets de recherche, de préservation de la nature et de partage. Ici, plus de 280 collaborateurs évoluent en parfaite harmonie avec la nature. Agents d'entretien du domaine, chargés de formulation, agents de conditionnement, chargés d'assurance qualité ou encore préparateurs de commandes sont au service de votre beauté et de votre bien-être. Depuis toujours, développement économique rime avec responsabilité. Le laboratoire Sciences et Nature est engagé dans une démarche responsable qui va au-delà du bio et s'exprime sur 3 niveaux. Les produits qui se veulent le plus écologiques possible, l'environnement qui doit être préservé et la conscience pour offrir un avenir sain et bienveillant à nos enfants. Ça va, c'est à peu près ce que je vous ai raconté en préambule. Je ne sais pas si ça interpelle le fait d'être complètement perdu dans la campagne, mais c'était potentiellement un frein il y a quelques années, ça devient un avantage, et en même temps, ça balance en fonction de la localisation. Nord de Sèvres, bon, ça va, on a la 2x2 voies qui nous emmène vers Nantes assez facilement. Mais en termes de bassin d'emploi, faut faire attention à la main-d'œuvre. Bon, en l'occurrence, ça se passe plutôt bien, même si on est à la campagne. Et c'est toujours super de se lever et d'arriver le matin. On se demande un petit peu ce qu'on vient faire sur le domaine. Alors, RSE, juste, qui ne connaît pas la RSE? Si. Qui connaît la RSE? Ah, c'est pas du jeu, parce que personne ne l'aime bien. Donc, il n'y a pas de piège, hein, mais donc, responsabilité sociale, sociétale, l'idée de considérer la RSE comme un axe d'innovation, ça part toujours
du même cheminement avec, alors on l'applique à l'RSE, on l'applique au gaspillage alimentaire, on l'applique à tout un tas de normes, c'est qu'à un moment donné, il y a des enjeux latents qui sont, alors si on prend l'exemple de l'entreprise, c'est les années 70, le printemps silencieux, Rachel Carson, qui dit, biologiste américaine, qui dit on n'entendra plus les oiseaux bientôt, printemps silencieux. Attention, on est en train de détruire la nature. Mais à l'époque, le livre peu d'écho, pas très lu, vendu. C'est le Club de Rome, pareil, pas un écho médiatique fantastique comme le GIEC aujourd'hui. Donc les enjeux sont latents ou émergents. Ça intéresse peu de personnes, un petit cercle. Et au fil de l'eau, au fil du temps, c'est ce qu'on voit en recherche scientifique, mobilisation militante, on arrive à des débats, à une objectivation des choses. Et puis les enjeux deviennent matures, on développe ça devient quelque chose de médiatiquement normal, on en parle dans les médias jusqu'à ce que ça devienne réglementaire. La RSE était quelque chose de volontaire, ça devient, on va vers les CSRD, enfin les normes européennes qui vont imposer des notations extra-financières. Réglementairement, ça va devenir obligatoire. Et ça s'est fait en l'espace de 30, 40 ans. Donc on voit bien que, quel que soit le sujet, à un moment donné, il est latent, il devient réglementaire, et le niveau d'exigence qui devient réglementaire repart en boucle sur quelque chose d'encore plus mieux-disant ou encore plus nouveau, j'ai envie de dire, sur le principe de la mission, sur le principe de la biodiversité ou sur des thématiques spécifiques. Et dans cette évolution normale, c'est la diapo d'après, on a une possibilité de création de valeur pour l'entreprise qui se situe entre la notion d'enjeu émergent et la notion d'enjeu mature. Le principe d'un enjeu latent, c'est de la prospective. L'intelligence artificielle, demain, ça va être un truc, on ne sait pas trop comment, mais ça va nous impacter. C'est ce qu'on vit aujourd'hui sur le sujet de l'IA. C'est ce qu'on vivait à l'époque, il y a 30-40 ans, sur les sujets qui ne s'appelaient pas le RSE, qui ne s'appelaient pas le développement durable, qui s'appelait l'écologie, tout simplement. Ça devient émergent, et donc on a une fenêtre d'innovation qui se transforme en opportunisme pour les suiveurs, parce qu'il y en a qui montrent le chemin, d'autres suivent, et puis à un moment donné, ça devient juste conforme, et ça rentre dans la norme, et finalement, la création de valeur pour l'entreprise, elle se situe avant que ce soit réglementaire. Ça peut démarrer ici, mais il y a un vrai espace pour profiter de ces thématiques. Et là, on parle de la RSE. On pourrait parler du gaspillage alimentaire de la même façon, hein, qui a suivi le même cheminement, où quelque part, on s'en fichait, à part quelques associations qui émergeaient de ci, de là. Puis les Restos du Cœur arrivent, d'autres associations, et aujourd'hui, ça devient loi AGEC, où il faut faire attention au sujet. Et donc, si on poursuit, la RSE, en théorie, hein, tu peux mettre tous les 4. C'est Archivu, c'est la rencontre des 4 sphères. Alors souvent, il y en a 3. Il y a un S qui se balade entre le social ou sociétal. Mais si on parle de l'économique de base, donc l'économique, bon, le socle économique, une entreprise doit faire du profit, sinon elle ne peut pas vivre sereinement ou en tout cas durablement. Donc le socle économique, on comprend bien. Ce socle économique, il ne peut pas vivre à part des 3 autres sphères. Et c'est ça l'intérêt de la diapo. Et l'économie a mis du social dans sa sphère à un moment donné où, au 19e siècle, on se disait peut-être que faire travailler les enfants, c'est pas bien. Peut-être que travailler la nuit, c'est pas bien. Peut-être que travailler 45 heures par semaine ou 55 heures, on peut peut-être faire mieux.
Donc, il y a eu friction. Ça se traduit par ce que j'appelle des frictions. Alors, c'est 36, les congés payés, c'est 44, 45, la Sécu. Enfin, ça fonctionne toujours par friction. Alors, pas parce qu'on est en France, parce que c'est un phénomène mondial, mais en tout cas, ça se rapproche par friction. L'écologique, pareil. On peut faire sans, mais à un moment donné, les ressources qu'on utilise, si on va au bout du bout de l'amont, il y a un prélèvement sur la croûte terrestre de matières, soit des matières qui sont fossiles, soit des matières renouvelables parce qu'il y a eu culture. Et donc, si on détruit la source de l'économique, ça ne va pas être durable. Et donc, l'économie a mis de l'écologie dans sa sphère. Ça démarre là aussi avec des catastrophes où on a Bhopal, on a Seveso. Aujourd'hui, vous savez ce que c'est Seveso, à quoi ça correspond? Alors, un classement aussi des installations classées pour la protection de l'environnement. Le classement le plus haut, c'est un site Seveso 2 ou 3. Seveso, en fait, c'est un village en Italie où il y avait une unité de fabrication de produits chimiques qui, dans les années 70, il y a eu un dysfonctionnement, ça a explosé, et il y a eu dispersion de dioxines tout autour. Et donc, là, voilà, on a une catastrophe économique qui impacte l'écologique, l'homme en particulier, qui légifère et qui dit, attends, on va faire n'importe quoi, on va protéger les travailleurs, on va protéger l'environnement, parce que traiter les déchets, sécuriser, c'est important. Et à chaque fois, ça procède par itération, par friction. Aussi, là, on n'est pas dans le social, on est dans l'écologique, mais ça vient de là. Et donc, l'économique intègre aujourd'hui des obligations écologiques, et puis le sociétal, alors il est éloigné, mais par ricochet, il touche l'économique. Finalement, c'est le territoire, donc, où l'entreprise est implantée, c'est les structures politiques, donc administratives, politiques au sens représentation nationale. On est obligé de se parler parce qu'il y a des besoins d'infrastructures, il faut de la fibre, il faut un accès routier. Donc tout ça, l'économique ne peut pas faire sans le sociétal. Et donc, si tu cliques le dernier, on arrive à quelque chose qui est durable quand on réunit les 4 sphères, et c'est super difficile parce que on regarde en fonction de son activité propre, le type de produit, le type de service, l'économique évidemment, mais on est plutôt versé sur l'écologie ou le social ou le sociétal. On a la chance au laboratoire Sciences et Nature d'être né dans l'écologie sur les fondements qui étaient de proposer des produits sains et sécurisants pour l'homme et l'environnement. Donc, dans la phrase de création en 72 de mon père, c'était clairement l'écologie qui était privilégiée et qui allait directement avec une démarche originale en sociétal à domicile, parce que les magasins de l'époque, on est en 72, n'étaient pas intéressés par des produits bio qui étaient a priori chers, a priori difficiles à utiliser, et voilà, donc les magasins disaient non. Par contre, le consommateur, directement, quand on lui explique, quand on lui démontre l'intérêt, lui dit oui. Et donc, il y avait une vertu génétiquement contributive de RSE qui nous sert bien aujourd'hui, qui nous a servi tout au long de l'histoire. Alors, si on poursuit, la RSE, chez LSN, on parle de au-delà du bio, la démarche globale et cohérente. Pour autant, cette démarche, on l'a formalisée en 2012 pour les 40 ans d'entreprise. Et on est parti du constat qu'il y avait une espèce de course au label, de course à la certification, au label, à la norme qui permettait de collectionner un peu comme les généraux russes là, qui ont la veste, là, qui penchent, il y a plein de médailles là. Et finalement, on n'y comprend pas grand-chose. C'est pas visible de l'extérieur.
Et de l'intérieur, c'est quoi la stratégie? Parce qu'ils sont un prime vert, ça veut dire quoi un prime vert? Appliquer un truc, bilan carbone, c'est compliqué. Enfin, et il y a plein de critères qui font que finalement, qu'on positionne sur les 4 sphères économiques, sociales, sociétales, environnementales. Économique, on a été gazelle à l'époque, donc dans les années, c'était 2000, 2008, 9, 10, par là, où critères, label d'entreprise de croissance sociale, on a eu un certain nombre de reconnaissances écologiques, on a fait un premier bilan carbone, on en reparlera après. Donc, il y avait plusieurs critères, mais la lisibilité, hormis d'être pour le produit, en ce qui nous concerne, le porte-étendard de EcoCert, mais EcoCert, c'est pas, on ne vend pas du EcoCert, on vend d'abord les premiers produits du Body Nature. Donc, on s'est dit, bah, on va mettre tout ça, on va compiler, et puis on va faire un condensé de ce qui se fait mieux, mais on va l'appeler au-delà du bio. C'est un peu ça l'idée. Donc, c'est un label interne, mais qui repose sur des labels externes qui soutiennent un petit peu la démarche. Et donc, si on prend la concrétisation, c'est un peu, c'était les prémices de l'ISO 26000, de la norme qui définit la RSE. On a défini 3 piliers, le produit, l'environnement et la conscience. Et pour chaque pilier, on a 4 engagements qui sont déclinés aujourd'hui dans les objectifs de la mission, qui n'ont pas changé. Mais par contre, les types d'objectifs et la métrique de chaque objectif changent tous les ans. Mais fondamentalement, ça fait 11 ans que ça n'a pas changé. Donc le produit doit être éco-conçu, il doit être formulé avec des matières qui sont efficaces, biodégradables, etc. Parce qu'on part du principe qu'un produit bio, donc on coche tout, mais fabriqué en Chine, dans des centres avec des conditions qui ne sont pas des conditions aussi vertueuses qu'on peut trouver chez nous en France, avec une conscience écologique, bah, ça ne suffit pas. Donc, le produit, il doit être certifié, certes, mais quelles sont les conditions de production? Et donc, l'environnement, c'est le deuxième pilier, avec utiliser au moins 80% d'énergie renouvelable. Donc, aujourd'hui, on est à 100% depuis quelques années. C'est mesurer l'impact carbone, la biodiversité, avoir des locaux de type HQE. L'environnement est important. Donc, un produit vertueux, fabriqué dans un environnement vertueux et avec une conscience de son impact qui passe par, on parlait de sociétal tout à l'heure, ancrage territorial. Ce que je fais aujourd'hui, ça en fait partie quelque part. On interagit avec le territoire et c'est important. Avec la qualité du travail, enfin, on a des enquêtes, on verra après. Juste un exemple peut-être sur le bilan carbone. Le site que vous avez vu, il y a l'unité de production qui s'appelle Cyprès, qui a été construite en 2010. Alors, on est rentré en 2010, elle a été construite en 2009 et elle a été conçue en 2008. Et quand, en fin de conception, on lance les appels d'offres, on demande à tous les artisans, donc on a privilégié des locaux, donc bah, ok, on vous retient, parce que voilà, vous êtes le mieux disant. Par contre, quand vous viendrez sur le chantier, il faudra noter avec le type de véhicule que vous utilisez, diesel, essence, à l'époque il n'y avait pas d'hybride, pas d'électrique, et puis tous les matériaux que vous apportez ou les déchets que faudra les mesurer, les peser. Et là, ils nous regardaient, les artisans, avec des yeux, n'importe quoi. Mais pourquoi faire ça? Ça ne sert à rien, quoi. Il dit, bah, si, on va faire un calcul carbone. Enfin, c'est comme un bilan carbone, sauf que le bilan, en principe, c'est faire un bilan pour essayer d'améliorer les choses. Là, on construit. Donc, on ne fait pas un bilan. Et puis, une fois qu'on a construit, on va dire, ah, on aurait peut-être dû mettre du bois au lieu de mettre de l'acier. Donc, c'est un calcul. Voilà, c'est les cabinets experts qui disaient ça. Et finalement, tout le monde s'est prêté au jeu. Et à la fin, donc, le bâtiment, il s'économise, il s'amortit en carbone en 17 ans, en carbone, pas financièrement. Donc, le coût carbone par rapport à l'économie d'énergie générée chaque année, au bout de 17 ans, il est remboursé.
parce qu'on a mis du bois, toiture végétale, biobriques, lumière naturelle, etc. Et les premiers à dire mais n'importe quoi en poids pesé mettaient sur leur plaquette bilan carbone, je sais faire. Et juste pour illustrer un petit peu le côté, alors peut-être un peu entraînant de la démarche, qui au premier abord, on est dans une logique d'un enjeu latent qui est perçu comme une contrainte, mais l'artisan qui met bilan carbone, je sais faire, ça devient un avantage concurrentiel par rapport à l'autre qui n'a jamais pratiqué. Aujourd'hui, bilan carbone, voilà, on a des outils digitaux qui permettent de le calculer, de le plugger avec le RP. C'était pas le cas. Voilà. Donc ça devient. Donc voilà pour la démarche au-delà du bio. Et si on poursuit, donc c'est devenu. On a inscrit cette mission quelque part dans les statuts à travers l'entreprise à mission. Statut d'entreprise à mission depuis 2020. Alors, il se trouve que la Camif n'est pas très loin, que Emery Jacquia, on se connaît très bien, et on faisait partie. Alors, c'est Emery qui était surtout au manettes, hein, il fait ça très très bien aujourd'hui, de la communauté des entrepreneurs à mission avant la loi Pacte, pour justement infléchir les textes qui allaient définir la fameuse loi Pacte et les articles qui modifient le Code civil pour inscrire statutairement le principe de l'entreprise à mission. Donc la raison d'être, on l'a vu, on a un comité de mission composé de 6 membres, 3 salariés et 3 membres externes qui suivent l'exécution de la mission et qui produisent un rapport de mission. Et ce rapport, il est audité par un ETI, le groupe Y en l'occurrence, planté Agna. Et on a eu notre première audit en 2022 qui s'est bien passé. Voilà, donc démarche robuste, je cite. Donc voilà, au-delà du bio, c'était une démarche naturelle, un label interne, on va dire, et par la force de l'aspect réglementaire, alors émergent, parce que les entreprises à mission, il y en a pas beaucoup, mais il y en a de plus en plus, ça devient quelque chose qui est maintenant contrôlé. Donc ce qu'on dit, on fait, d'autres contrôlent que c'est bien ce qu'on fait, réellement. Voilà. Si on poursuit, en termes de... Alors, si je reprends la dimension innovation, donc si on se place en 72, dire que la RSE, c'est une démarche d'innovation, axe produit, je veux respecter la planète, être écologique, et donc je vais aller chercher dans la nature des matières actives, des principes qui sont à l'état naturel, mais qui sont peut-être pas faciles d'accès, qu'il faut peut-être travailler pour faire des produits comme les autres, des produits qui lavent, des produits qui font du bien, mais pas sur base synthétique, pétrole, sur base végétale. Et donc la RSE est facteur d'innovation parce que on va chercher, alors là c'est des termes technique ou pas, mais exfoliant, épaississant. Le sel, c'est un épaississant. Quand on fait de la cuisine, on le sait. Le gélifiant, on le trouve dans l'algue, l'agar-agar, je ne sais pas si ça vous parle, ça devient répandu. C'est un gélifiant incroyable. Alors, exfoliant, je suis passé mes pépins de raisin, grains de riz, graines de rosier, des noix, enfin des écorces d'abricots, de noyaux d'abricots pilés, c'est exfoliant. Ça remplace juste les billes plastiques qu'on trouve dans les exfoliants qui sont maintenant interdits, mais qu'on trouvait pendant très longtemps parce que c'est pas cher, c'est facile, ça interagit moins avec la matière. Mais à l'origine, c'était réellement un facteur d'innovation parce que pourquoi s'embêter à aller chercher des produits qui ont des formes qui ne sont pas homogènes, qui ne sont pas tout le temps à la même couleur, au même parfum, tout le temps en fonction des récoltes, parce qu'on est à la nature, alors que le synthétique offre tout ça de façon hyper sécurisante et sécurisée. Donc, ça pousse à l'innovation. Et en fait, on décline ici, et c'est toujours le cas, et ça évolue avec nos fournisseurs, mais
moussant, mouillant, acidifiant, surgraissant, antioxydant, parfum, colorant, émulsifiant, liant. Enfin, on a tout ce qu'il faut pour faire des produits sur une base naturelle en respectant le socle écologique. Donc, pour le côté produit, quand on parle de produits bio, au passage, c'était biodégradable. Ce n'était pas biologique à l'origine de la création. On était sur la fin de vie du produit. Donc, je te vends un produit qui va laver les vêtements et qui va laver le corps. Il va le faire bien, il va prendre soin de toi et il ne va pas faire de mal à la nature parce qu'il va se dégrader naturellement. Il ne va pas terminer dans un océan de plastique, je parlais des exfoliants, ou dans des pollutions un peu brutes de nappes phréatiques ou d'eutrophisation. On parlait des lentilles qui se développent sur les cours d'eau. Parce que quand on faisait des lessives à l'époque, il y avait beaucoup de phosphate. Alors, vous me direz, c'est naturel le phosphate. Oui, mais on en mettait 100 grammes pour faire une lessive, alors qu'aujourd'hui, le phosphate, c'est un terme dans les lessives, par exemple. Voilà. Donc, il y avait ce côté biodégradable qui faisait partie de l'innovation. Voilà. Donc, pour l'axe produit, et puis si on poursuit et on décline sur environnement conscience, donc d'un point de vue écologique, le bilan carbone, j'en parlais à l'instant, ça peut être un avantage concurrentiel que d'être en avance de phase et de se dire pourquoi je m'embêterais à faire ça, parce que je vais pouvoir le vendre à mes consommateurs, à mes clients. Bilan faunistique et floristique, alors on a réalisé un bilan faunistique donc pour la faune. Alors, je ne sais jamais, je n'ai pas le bon ordre, mais il y a 148 espèces végétales ou animales et 178 de l'autre qu'on trouve sur le domaine. Et vous avez déjà oublié les chiffres, mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 9 biotopes. Un biotope, c'est un écosystème. Donc, un écosystème où il y a de la vie qui s'exprime. Une tour à la défense, biotope, il n'y en a pas. À part le pot à l'accueil ou la jardinière, mais c'est artificiel, c'est même pas un biotope. Quand vous avez un peu de pelouse, ça c'est un biotope. Marécage, c'est un autre biotope. Culture, c'est un troisième, etc. Donc ça c'est défini. Donc nous on en a 9. Et donc je pense que ça deviendra demain dans une logique de respect de biodiversité. Alors sur un axe écologique, mais pas que, on a des fournisseurs, des donneurs d'ordre qui veulent travailler avec des fournisseurs. On a des clients, pardon, qui veulent travailler avec un fournisseur, donc nous en l'occurrence, qui a des engagements. Et il y a une société qui récemment nous a envoyé un questionnaire. Vous faites quoi sur le côté écologique? Vous faites un bilan carbone? Oui, non. Est-ce que vous avez un certain nombre de critères, respect, qualité de vie au travail, etc. Donc plein de critères. Et donc on répond. Et puis à la fin, en 2025, sur les critères, les 4-5 là qu'on a définis, qui sont pour nous, marques importants, si vous n'êtes pas au rendez-vous en 2025, on ne pourra pas travailler ensemble. Et donc, l'avantage concurrentiel de la RSE à ce niveau-là, il est juste question de survie. Enfin, si on est sur un axe seul, on répond à un appel d'offres, on a eu, est-ce que vous êtes ISO 9001? Mais si vous n'êtes pas ISO 9001, je ne pourrais pas travailler. Est-ce que vous êtes IFS? Il y a tout un arsenal de normes. On arrive avec un arsenal de normes sur la RSE qui deviendra demain juste un sésame pour pouvoir travailler avec certains clients. Donc, ça se traduit à ce niveau-là, c'est peut-être de l'innovation, mais c'est un vrai levier de performance économique. Réduction des déchets, partenariat responsable. Donc, en réduction des déchets, je crois qu'on a 24 filières d'évacuation de déchets différentes. En fait, tous les déchets qu'on a sont valorisés à 99% en volume. On a des bennes pour l'acier, pour le plastique PET, PEHD, pour l'aluminium, et on a même mis en place avec des imprimeurs, on reçoit des bobines d'étiquettes qui sont collées sur un papier qui s'appelle la glacine. Et donc, c'est un papier sur lequel l'étiquette est collée, et l'étiquette se décolle facilement et se recolle facilement parce que c'est siliconé. Donc, c'est pas facilement recyclable. Ça ne l'était pas.
Et ben, on a été parmi les premiers sur l'arc atlantique à travailler avec des imprimeurs pour organiser la collecte et éviter d'incinérer ou de jeter, mais récupérer, valoriser la filière. Donc, plus d'une vingtaine comme ça de types de déchets. Et donc après, on a la partie, alors les énergies renouvelables, on en parlait juste avant. Donc à date, on a 25%, alors on est à 100% d'énergie renouvelable utilisée, parce qu'on a un contrat avec Seolis qui nous garantit que 100% de l'énergie fournie elle est renouvelable. Mais sur l'énergie qu'on consomme, on est à 25% d'autoproduction. Parce qu'on a des centrales solaires photovoltaïques qui font que l'électricité elle est produite sur place. 25%, contexte inflationniste en termes d'électricité, énergie à tout point de vue, bah, les 25% qui ont été investis sur les 15 dernières années, c'est peut-être pas innovant, mais en tout cas, économiquement, c'est un vrai avantage. Plutôt que d'acheter de l'électricité très chère, bah, elle est produite sur place et voilà, c'est un avantage certain. Alors, c'est écologique et c'est aussi économique. Hein. Voilà, donc, sociétal, alors, il y a 3 éléments. Il y a la crèche interentreprise. Donc, je parlais tout à l'heure de le Nord de Sèvres, charmante région à découvrir. Alors, c'est plus un département à découvrir, hein, c'est bien, je ne sais plus ce que c'est maintenant sur le 79. Il y a un slogan là, il y avait un brin d'avance, un département à découvrir. Et on rentrait dans le département, il y avait les panneaux du conseil départemental là, qui mettaient, bon, je ne sais plus ce que c'est, mais il n'empêche que on est sur un bassin d'emploi à taux de chômage quasi naturel bas. Pour attirer et retenir les talents, les salariés, on a besoin de faire du marketing d'entreprise, du marketing, donc marque employeur. Et on a considéré avec 3 autres entreprises du territoire, donc il y a groupe Millet, Meubles Célio et Wesco. Donc on a eu le projet fou il y a 3 ans de se dire tiens, on va construire une crèche inter-entreprise, donc associative, sans but lucratif, pour offrir des solutions de garde pour les enfants, de salariés, des entreprises intéressées pour acheter un berceau dans la crèche. Parce que la crèche municipale, il y a une liste d'attente qui est comme ça, les nounous, il y en a plus beaucoup, et c'est un frein à l'embauche, parce que les gens qui viennent de régions extérieures, et des jeunes, forcément, avec des enfants, c'est un critère. Moi, le premier, quand je suis revenu sur le territoire, on était dans le nord de la France, dans le 59. Mon épouse, qui avait un poste à l'hôpital de Cholet, a dû attendre 4 mois avant de prendre le poste parce qu'on n'avait pas de solution de garde avant 4 mois. Parce que la nounou, oui, j'ai une place, mais dans 4 mois. Et puis, c'est tout ce qu'il y avait. Donc, et ça continue. Donc, c'est des vrais freins. Donc, on s'est dit, allez, on y va. Et donc, on a mis en place le projet il y a 3 ans et la crèche a ouvert début avril, donc c'est tout frais à Bressuire. Donc, 35 places. Toutes les entreprises sont d'ailleurs ouvertes pour prendre des persos, Crédit Agricole évidemment, pour avantage marque employeur, fidélisation. Et puis on s'est dit qu'avec Millet qui sait faire de l'ossature bois, construction écologique, Wesco qui sait aménager, nous on sait entretenir et Célio ranger, on allait faire la crèche la plus écologique de France. Et ce qui est le cas, elle n'est pas encore inaugurée, mais le jour de l'inauguration, je vous garantis que ce sera le cas. Et puis le lendemain, un autre fera mieux. Mais voilà, ça fait partie d'engagement pour interagir avec le territoire, avec le politique, avec la CAF, avec la PMI, un certain nombre d'acteurs, au même titre que l'espace co-living. Pareil, donc là, on n'est pas sur la petite enfance, on est en âge de travailler. Un alternant qui habite chez ses parents à Rennes, qui étudie à Montpellier et qui a un poste dans le Bressuirais, ça fait un appart à Montpellier, un déplacement et un deuxième appart à Bressuire, ça fait beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de logements. Donc on s'est dit, là du coup c'est la ville, l'agglo qui est venue nous voir.
comme ils ont vu, tiens, mais il y en a 4 là. Voilà. Donc, est-ce que ça vous dit de prendre 6 logements, plein centre de Bressuire, réhabilitation de locaux anciens en co-living. Donc, il y a une chambre, salle de bain personnelle et un espace de vie commune, cuisine et pièces de vie qu'on peut mettre à disposition à tarif imbattable pour un alternant qui vient là une semaine sur 2, un stagiaire, un CDD qui voilà. Et donc ça, c'est un projet qui verra le jour en 2024. Et puis il y a la Fondation Sciences et Nature. Là, c'est fondation, j'ai envie de dire classique, mais il fallait quand même le faire. Alors au début, pour la boutade, on avait dit, on a repris l'entreprise avec Antoine en 2006 et papa avait dit, on lui disait, bah, tu vas t'embêter là, tu n'auras plus rien à faire. Donc on va créer une fondation, puis tu vas gérer la fondation. Avant qu'on vienne, on disait ça. On vient, on arrive. Bon ça y est, on crée la fondation. Oh non, je ne fais pas ça. Comme ça. Oh non, on a autre chose à faire et tout. Et en fait, bon, ça a mûri. Et la fondation, on l'a créée en 2018 seulement, parce que, en l'occurrence, il s'est largement occupé sur d'autres sujets, plutôt sur le domaine, justement, il y a 120 hectares, il y a des cultures à gérer. Et la fondation a été un levier de clarification de nos engagements extra-économiques. Donc là, on est plutôt sur l'écologique et le social, où on s'est dit, par rapport à notre mission, on fait plein de choses. On finance un club de foot, une tombola, enfin, plein de choses, mais il y a beaucoup de saupoudrage, et c'est bien, et il en faut. Mais on s'est dit qu'on passe à un cran au-dessus et que ce soit plus visible, et en même temps, avec des règles fiscales qui font qu'on ne peut pas être sponsor si on est mécène. Enfin, voilà, on est un peu caché, mais ça nous correspond bien en termes d'émergence de sujets. Et donc la reconnexion de l'homme et la nature, c'est ce qui a guidé la création de la Fondation, en démarrant avec un projet, alors en étant déjà abrité sous la Fondation de France, ce qui nous sécurise fiscalement parlant, ce qui est beaucoup plus simple et ce qui est beaucoup plus rapide à tout point de vue. Ils s'occupent de tout. Alors ils prennent un petit peu de frais au passage, mais c'est normal. Et on a démarré donc avec le projet de numérisation de l'herbier national du Muséum d'histoire naturelle de Paris. On connaît la galerie d'évolution à Paris, Jardin des Plantes. L'herbier, je ne savais pas non plus, quand on est entré en contact, l'herbier national, tout le monde voit un herbier. Hein. Comment c'est? Ouais. Moi, j'étais comme vous, un herbier, si. Quand tu ramasses des pâquerettes, quand tu es petit, tu mets sur un cahier avec un papier transparent, là, et puis c'est bien séché à plat avec plein de BD dessus pour. Voilà. Et en fait, c'est pas ça. Parce qu'un herbier, c'est pas que ça. C'est la plante, c'est la date, le contexte, la façon de récolter, l'usage de la plante qui est fait localement, et la collection ethnobotanique, donc botanique la plante et ethno l'homme. Qu'est-ce que fait l'homme de cette plante sur ce territoire? Des outils, un aspect cosmétique, pharmaceutique, alimentaire. L'herbier, c'est tout ça. Donc, c'est finalement pas que la plante. Et ça, moi, je l'ai appris avec l'herbier. Et l'herbier de Paris, est-ce que vous avez une idée du nombre de spécimens qu'il y a dans cet herbier? Si je vous dis que c'est le plus grand du monde. En fait, il y a 8 millions de spécimens qui sont collectés depuis Louis XIV. Et en fait, la collection ethnobotanique n'avait pas été numérisée. Et donc, on est arrivé au bon moment pour cette numérisation. Et donc, depuis 2018, on participe à la numérisation pour finalement les planches qui sont dans les greniers, hein, les cahiers, ça date du 19e, 18e, 20e, sont numérisés, scannés, mais on reproduit aussi tous les textes. Et c'est l'ouverture de la bibliothèque au plus grand nombre via le web et qui permet d'avoir des sources d'informations qui servent l'agriculture,
en termes de réchauffement climatique, tiens, tel type de culture utilisée à tel moment, qui servent, on parle de dépollution, des plantes dépolluantes. Il y a eu des écrits avec l'herbier pour valider des plantes qui, des sols industriels, étaient dépollués, où en gros, vous récoltez du cuivre, parce que la plante va capter du cuivre. Et donc, elle le stocke dans le végétal, elle pompe tout ce qu'il y a. Voilà. Donc, il y a eu plein de choses comme ça. Donc voilà, ça c'est l'impact sociétal. Et je pourrais encore en parler, donc on va passer à la suite. Économique, donc covoiturage, les énergiades, les énergies renouvelables, on en a parlé. Alors covoiturage, c'est un sens commun aujourd'hui, mais on le pratiquait avant le Covid. Et c'était aussi un levier pour des gens qui viennent de Cholet, de Nantes, chez nous, de faciliter d'un point de vue à la fois économique et écologique la venue. Alors, c'est pas très compliqué, mais quand vous avez des personnes qui sont sur des horaires décalés, ça, soit on accepte de dire, bah oui, mais moi j'embauche à 8h30, mais lui c'est 9h, donc bah non, c'est comme ça, à 8h30, 9h. Ok, on va essayer de s'arranger. Et ce qui fait que Cyril, là, notre RH, quand il est arrivé, il a vu le nombre d'horaires qu'il y avait, et il hallucinait parce qu'il y avait plein d'adaptations comme ça. Donc c'est des contraintes, mais c'est aussi acteur de recrutement. Les énergiades, alors c'est les Olympiades de l'énergie. Énergiades. En septembre, l'année dernière, envolée des prix de l'électricité, et on s'est dit, OK, il faut qu'on trouve le meilleur fournisseur, en tout cas le meilleur prix, mais on s'est en même temps dit que peut-être que le moins cher, c'est de ne pas consommer, de moins consommer, donc comme tout le monde. Et on a réuni, alors ça s'est étalé sur un mois, on a demandé à chaque manager dans son service de réunir son équipe et de réfléchir sur 1 heure de temps à qu'est-ce que chacun peut faire individuellement pour économiser l'énergie, qu'est-ce que l'équipe peut faire pour économiser l'énergie pour l'entreprise, et qu'est-ce que l'équipe voit dans son périmètre autre que le sien comme facteur. C'est toujours facile de dire, toi, tu devrais faire ci, toi, mais regardons déjà sur son propre périmètre. Et il y a 458 idées qui ont été émises, donc c'était hyper intéressant, vraiment enthousiasmant, parce qu'en plus, ça déteignait sur le côté personnel, parce que l'électricité, à l'entreprise, c'est comme à la maison. Et il y a une vraie éducation, en quelque sorte, ou mise en lumière d'un certain nombre de choses. Et on a eu la remise de prix des énergiades, un podium, avec dès la plus loufoque, il y avait venez avec votre chat et vous le mettez sur les genoux l'hiver, comme ça tombe chaud. Enfin, il y avait plein de trucs. Mais au global, premier trimestre 2023, 31 mars, on est à moins 17% d'économie en kilowatts. Alors, peut-être un peu hiver doux, plus doux. Il y a réellement eu des efforts intéressants. Donc, c'est l'intelligence collective qui permet tout ça. Et puis, sociale. On a alors guide Odyssée Nature. On le voyait dans la vidéo tout à l'heure. Donc, Odyssée Nature, c'est la visite du domaine. Je ne sais pas vous, mais moi j'adore aller visiter en vacances des sites plutôt industriels ou services, ou en tout cas des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, pour comprendre comment ça fonctionne. Et ce qui n'est pas toujours agréable, c'est quand on pose la question et que la personne, je ne sais pas, ou on verra à la fin, et puis il n'y a jamais le retour. Parce que la personne ne connaît pas forcément le site, l'entreprise. Et quand on a mis en place Odyssée Nature, on a dit on va faire des visites avec des guides, c'est mieux, mais les guides, ça va être les salariés de l'entreprise. Et il se trouve qu'aujourd'hui, il y a une quinzaine de guides qui, au moins 3 fois dans l'année, passent 3 heures de temps à faire visiter leur entreprise à un groupe de 15-20 personnes. Et c'est des comptables, c'est des responsables d'achat, communication, responsables de toxicologie. Donc, rien à voir avec
le tourisme ou la relation client, mais ils connaissent l'entreprise. Et ils ont un domaine d'expertise en particulier qui, à un moment donné, fait mouche avec les visiteurs, dire ah, d'accord, vous faites ça, et ça crée du lien. Et il y a un sentiment de fierté, d'appartenance qui est très fort quand on fait visiter. Donc les guides, ça, c'est assez puissant. Atelier bien-être, alors on a un certain nombre d'ateliers dans la logique de qualité de vie au travail. Cette année, on privilégie donc le bien-être à travers le sommeil, le bien dormir, le bien manger. On fait intervenir des experts le midi ou sur des créneaux spécifiques pour, sur inscription, apprendre à bien dormir. Bah oui, bien dormir, c'est quand même pas compliqué. Oui, mais regarde, et là, il y a quelqu'un qui vient, qui explique avec des techniques. Au début, c'était vu un peu comme on nous infantilise ou ça sert à rien. Et en fait, le bouche-oreille fait que c'est super parce que je ne savais pas que si, ça, etc. Et il y a des thématiques qui sont définies tous les trimestres. Journée d'intégration, c'est peut-être un peu comme village. Sur le village, je ne sais pas, une journée d'intégration, on fait la visite, on découvre les collègues. Là, c'est pareil. Alors, il y a 25 hectares, donc on met un peu de temps. On y attache de l'importance, en tout cas. Et puis, on a lancé tout début d'année, alors c'est l'innovation au sens social, mais le bulletin social individuel, le BSI, qui reprend, vous connaissez peut-être, ça reprend l'ensemble des avantages sociaux qu'un salarié a dans la relation avec son employeur, qu'on a à l'esprit par le bulletin de salaire en bas à droite, c'est ce qui est viré sur mon compte en banque, mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a de la formation, il y a des produits, il y a des sorties, il y a il y a un certain nombre de choses qui sont valorisées et qu'on peut valoriser, et on l'a lancé là, début d'année dans le premier BSI début 2023 pour l'année 2022. Et en fait, la première action, c'est ah oui, il y a tout ça quand même. Prise en charge de la mutuelle, les charges salariales. On donne de la valeur à l'emploi en mettant des chiffres concrets, quoi. Donc, environnement, conscience, donc il y a un certain nombre d'éléments d'innovation. Alors, économique, j'aurais pu parler de démarches développement durable chez certaines compagnies d'assurance qui, si on est dans des critères de respect RSE, compte tenu d'une sinistralité moindre quand, alors c'est les acteurs qui font les calculs, donc on va considérer que c'est des bons calculs, ils disent que la sinistralité est moindre, donc on peut faire une décote sur la prime, on ne prend pas de risque. Et du coup, ça bénéficie, c'est un peu la logique maïf ou massif, je ne sais plus, sur les assurances pour les bons conducteurs qui sont décotés. Là, c'est la même chose. Donc la RSE peut être un facteur économiquement intéressant. C'était Generali qui faisait ça à l'époque. Voilà, il y en a plein d'autres, mais je vois le temps qui passe et je crois que Afterworks. Voilà. Et je crois que c'est fini. Voilà, merci. J'ai l'impression d'avoir beaucoup parlé. Il y a peut-être des questions. Nous avons religieusement écouté. Oui, Bon, merci en tout cas, bravo pour cette belle présentation. C'était vraiment super intéressant, c'était très riche d'énormément d'exemples concrets de ce que l'entreprise fait vis-à-vis de l'externe, en interne, dans sa production, vis-à-vis de ses collaborateurs, etc. Son site, bien sûr. C'était vraiment très, très intéressant. On va lancer la première question. Le bal des questions. Éventuellement, je peux commencer par une première question. Je suis curieux. En fait, dans les années 70, tu l'as très bien expliqué, ça ne faisait pas légion, et en tout cas, ce n'était pas un vecteur de mode, l'écologie à l'époque. Qu'est-ce qui a poussé tes parents à s'orienter vers ça et à s'orienter vers l'écologie au sens large, et comment vous avez réussi au début à convaincre, en fait, parce qu'il a bien fallu les vendre, ces produits au début, et comme il n'y avait pas beaucoup de convaincus,
Comment ça s'est passé? Ça, c'est le sens du commerce. Alors, pourquoi l'écologie? Je pense qu'il y avait un terreau favorable. Que mes parents, originaires de Nantes et de Méguez-Aubier, enfin, donc la terre, le contact, et c'est mon père en fait qui travaillait avant de lancer son entreprise, qui avait des citrons, qui étaient traités pour qu'ils soient bien jaunes, bien luisants, brillants, et qu'ils ne pourrissent pas quasiment. Enfin, et c'était traité avec une matière qui était pas une matière qui est interdite, hein, depuis. Il disait, bah, on arrête ça, c'est pas bien parce que c'est des produits chimiques, c'est pas bien ce qu'on fait, quoi. Et bah non, mais tout le monde s'en fiche, Gilles, ne nous embête pas et tout. Bah non, c'est pas. Et donc il a arrêté sur ses principes parce qu'il y avait une sensibilité. Et ça s'est exprimé sur des produits du quotidien, parce que c'est ce qui était le plus impactant. Et parce qu'il y avait un savoir-faire formulation maison avec ma maman qui était biologiste. Et donc les formulations ont été faites maison sur ces produits du quotidien, parce qu'il y avait des convictions qui étaient là, quoi. Enfin, c'était tout à l'heure dans le graphique, dans l'illustration, on avait c'était émergent. Moi, je me souviens au début, on allait dans les coopératives bio. C'était pas des réseaux spécialisés, c'était des coopératives bio, et il fallait des cheveux longs, des sandalettes, pieds nus, sinon on rentrait pas, quoi. Enfin, Oui, donc c'était très émergent. Et voilà, l'histoire a commencé comme ça, à caractère écologique. Et on était content que, enfin moi, quand on est petit, on voit ça très loin, mais travailler au CNRS, je crois que mes parents étaient contents d'avoir un salaire du CNRS, parce que mon père, ça nourrissait pas la famille au démarrage, quoi. Voilà. Je sais pas si ça répond. Oui, merci. Ça veut dire que le premier laboratoire, il était quasiment dans la cuisine, ou juste à côté de la cuisine. Voilà, alors le premier laboratoire, en fait, il était sur un cahier et un peu la cuisine, mais c'était sous-traité. Quand on était à Orléans, l'entreprise est née à Orléans, je sais plus si j'ai- Oui, c'est oui. Ouais, Dans la vidéo, ça. dans la vidéo. Et donc, quand on est revenu en 81 dans les Deux-Sèvres, il y a effectivement eu occupation des locaux, donc pour fabriquer. Et donc, il y avait les modèles réduits dans la cuisine, et puis le modèle, ce qu'on appelait industriel, dans une cuve, une petite cuve. Aujourd'hui, c'est des cuves qui font 5 tonnes, mais c'était un peu ça, ouais, passage cuisine. On avait, pour l'anecdote, on avait, alors je dis on, mais j'étais pas dans l'entreprise encore, mais il y avait des essais sur des cires dépilatoires, avec pas des produits chimiques, mais avec du sucre. Parce que le sucre, c'est liquide, et puis à un moment donné, ça fige, et on dit aïe. Voilà. Et en fait, les premiers tests étaient dans la cuisine, et il y a quelques casseroles qui n'ont pas résisté. Parce que c'était pas possible. Ouais, c'est exactement ça. Les contenants, vous arrivez à éviter le plastique. Alors, les contenants, c'est un grand sujet, parce que on voit le contenant dans sa fonction type de matériau, mais la première fonction du contenant, c'est de protéger le contenu. Et on va dire, je vais faire la réponse du commerçant, avec 1 litre de propre, un nettoyant polyvalent, voilà, qui est bleu, produit bleu. Avec 1 litre, vous faites 300 flacons de dilution d'entretien. Donc avec un flacon plastique, vous économisez 300 flacons classiquement du commerce. Donc, quand bien même le matériau est en plastique, l'usage, parce qu'avec 1 litre, je dilue, plus ou moins, il y a 3 dilutions, je dilue le produit, j'économise déjà le plastique. Ça, c'est le premier niveau de réponse, parce qu'on a des produits concentrés. Et après, il se trouve effectivement que c'est des pistolets vaporisateurs, hein, qu'on utilise
vite sur le plan de travail, on va les passer en flacon vert fin d'année. Mais on va conserver les deux. Il y a la voie plastique et on va offrir la voie en verre parce qu'il y a des clients qui préfèrent le verre, d'autres qui disent bah non, ça casse et puis c'est moins pratique, etc. Donc, c'est difficile d'arbitrer pour le client et en même temps, il faut qu'on assume nos choix parce que si on choisit le plastique, on va choisir des ressources fossiles, on consomme des ressources fossiles, mais d'un point de vue énergie, c'est pas très impactant. D'un point de vue réchauffement climatique, je ne vais pas dégager du CO2 versus du verre, où je prends de la silice. C'est 80% de la croûte terrestre, c'est de la silice. Par contre, pour transformer de la silice en verre, je dois chauffer à 1500 degrés. C'est très émissif, parce que je chauffe avec du gaz ou avec du pétrole, l'électricité pas trop. Et donc, le verre, c'est renouvelable à l'infini, mais réchauffement climatique, c'est pas top. Le plastique, réchauffement climatique, finalement, ça va. Par contre, pollution dans les océans, enlèvement de la croûte terrestre. Donc, il n'y a pas la solution miracle. Donc après, on pose ça sur la table, on explique et tu choisis. Enfin, il y a le consommateur veut un. Je dis souvent du fast. Il y a le fast food, il y a le fast thinking. Il faut que ce soit rapide, mais c'est pas rapide. C'est la recherche et le développement, c'est trouver partir de matières naturelles Oui, mais qui pourraient remplacer le plastique. oui, mais en fait, il n'y a pas de bonne solution, c'est ça. Il y a une solution qu'on assume. Aujourd'hui, on reste sur du plastique, là où il y en a qui offrent du verre et tout. On explique, mais le verre, c'est 1500 degrés. Tu fais une SCV sur verre versus flacon. Voilà, il y a battle. Et c'est pas évident que l'un est meilleur que l'autre. Ça dépend des critères qu'on regarde. Donc, ça demande une forme d'éducation. Et voilà, il n'y a pas d'évidence. Mais pour autant, oui, on regarde ces sujets en mettant des plastiques recyclés. Enfin, on est sur des RPET, RPE. Enfin, Je vais faire la promotion du réseau des villages, hein. Ouais. Mais je me suis représenté à un partenaire, une start-up de Clermont-Ferrand qui produit un emballage à base de caséine. Ouais. Alors, je ne sais pas quel est son bilan carbone, pour être tout à fait honnête, hein, mais un emballage biodégradable. Mais le rêve, c'est ça, c'est d'avoir un produit avec un emballage qui se dégrade tout seul, enfin, qui est sourcé localement. En fait, ça s'appelle la consigne. Bah, c'est le laitier, mais c'est exactement ça. Hein. C'est comme avant. On voit des boucles locales qui se mettent en place dans les cafés, hôtels, restaurants. Quand on prend une bière en bouteille ou de l'évian qui est sur la table, c'est dans une caisse en plastique, ça repart par camion et puis la bouteille, elle n'est pas cassée, jetée. Ça s'organise. Il y a des secteurs qui sont encore comme avant, j'ai envie de dire, avec cette boucle locale. On a oublié tout ça. À l'époque de nos grands-parents, il n'y avait pas de déchetterie. Hein. Tout se réemployait, enfin, tout resservait. Il n'y avait pas des kilos de vêtements. Consommer moins. Ouais, il y avait. Voilà. Alors après, avant, c'était toujours mieux, on va dire. Mais il y a des solutions à inventer localement. Moi, je crois beaucoup au local. Et la RSE, le côté sociétal, là, il va, je pense, émerger très, très fortement sur un tas de solutions, énergie, ton déchet et ma matière. Enfin, il y a des boucles vertueuses à imaginer sur un territoire. Ensemble. Je pense que c'est un peu des deux. Enfin, lundi dernier, j'étais à Londres, il y a un salon qui s'appelle Clean Beauty. Clean Beauty, donc c'est la beauté propre.
n'y a pas de traduction en France. Un produit cosmétique, c'est un produit cosmétique, il est conforme réglementairement parlant, ou il est certifié Cosmos. Il a une certification. Et entre les deux, bah, on peut raconter tout ce qu'on veut, mais il n'y a pas de label. Chez les Anglais, enfin dans le monde anglo-saxon, il y a les produits conventionnels, donc je réponds à la réglementation UK, ça va. Et il y a un label qui est pas du tout développé sur le cosmétique organique, mais qui est très contraignant. Et donc les grandes marques de cosmétiques ont inventé le clean beauty pour faire un pas vers la cosmétique organique ou bio ou cosmos, pour dire que on fait quand même, on est mieux disant par rapport à la réglementation, parce qu'on met des ingrédients clean, voilà. Et il y avait un débat justement sur, alors il y en a un qui parlait parler anglais, c'est du bullshit. Ça vous parle ça? Bon, tout le monde comprendra, je n'ai pas la traduction, mais c'est du bullshit, c'est simplement pour dire qu'on fait un pas, mais c'est pour se donner bonne conscience dans l'optique cyniquement de vendre plus un produit qui va être considéré comme clean, mais qui n'a rien de plus vertueux fondamentalement. Donc, c'est un peu, le pédigré de l'entreprise qu'il faut regarder sur est-ce que c'est un produit parmi une gamme de plusieurs centaines, et je dis que c'est, voilà, j'ai une norme pour faire genre. Voilà. Ou est-ce que c'est dès le départ, c'est vraiment un engagement fort, des convictions fortes. Donc c'est un peu la balance. Mais en même temps, c'est pas. Je pense que le côté normatif, les produits qu'on fait, ils sont conformes à la réglementation. Un produit L'Oréal, il est conforme aussi. Nous, on va chercher une certification Cosmos volontairement, mais qui n'est pas obligatoire. L'Oréal fait pareil, ils ont lancé la gamme provençale qui, voilà, parce qu'il y avait un vrai besoin consommateur identifié qui était émergent. Enfin, je reviens sur la flèche, hein. C'était émergent, c'est une niche, ça intéresse, je sais pas, il résonne part de marché, et donc c'est moins de 1%, donc non significatif, on n'y va pas. Par contre, tu as vu la progression, c'est plus 300%. Donc les 1%, dans 10 ans, ça va faire 15%. 15%, par contre, ça commence à. Donc, c'est un marché, c'est pas une niche, c'est un segment. Et donc, bah oui, on y va. Donc, voilà, c'est un peu le. Il y a plein de chemins finalement pour y arriver. Mais ce qui est sûr, c'est que on y va avec les contraintes économiques qu'il peut y avoir et les retours de bâton parfois, on parlait du bio, qui peuvent ne pas être compris à court terme. Parce que les éléments vertueux de long terme, à court terme, on ne voit pas forcément tout l'intérêt que peut avoir un label. Mais on en parlera dans 10 ans, 15 ans, 20 ans sur les problématiques de l'eau, de l'air, et tout ça. Donc, plus il y a de labels, mieux on se porte. Puis après tout, quel que soit le bien fondé de la démarche, c'est pas grave, ça va dans le bon sens. Par rapport à l'amont, puisque j'ai vu tout à l'heure concernant le produit des matières premières, j'ai vu qu'il y avait du noix de coco, qu'il y avait du soja. Alors ça, ce serait super. Ouais, avoir, alors on peut travailler avec du blé, avec du maïs, de la betterave, avec il y a des chaînes carbonées, mais le coco, c'est un truc génial, quoi. Enfin, qui est pratique. Et ça pousse pas bien à Noël-les-Aubrais. Il faudra attendre quelques années de réchauffement climatique. Pas encore, mais Je pense à des algues, des choses comme oui, ça. bah, exactement. Il y a les algues, le bois, enfin, il y a des choses à faire. Mais c'est toujours pareil, en fait, il faut un déclencheur. On a eu un projet en 2012 pour sourcer du coco équitable et bio Côte d'Ivoire. Et donc, il y avait LSN et un autre acteur qui s'appelle L'Occitane. Donc, on était deux porteurs du projet pour
valider le fait que cultiver ici, valider le modèle économique, on a des coopératives, on a des petits producteurs, c'est bio, c'est durable, équitable. On fait venir, il y a une première transformation en Afrique, on fait venir en France et on crée la filière. Et en fait, bon, ça s'est arrêté parce que instabilité locale. À l'époque, c'était Gbagbo et Ouattara, là, enfin, c'était pas stable. Mais on butait économique. Le truc s'est arrêté, mais pas fondamentalement que pour ça. Surtout parce qu'on arrivait avec du vrac, une matière première brute, de l'huile rouge, qu'il fallait désodoriser, stérifier, etc. Et on se confronte, on arrive en France, à Bordeaux, l'Institut technique du corps gras, qui dit ouais, moi, ok, moi je peux vous faire les produits, mais au-delà de 100 kilos, c'est beaucoup. Hein. Enfin, moi, je suis dans la recherche. 100 kilos. Et puis, à côté, c'était à Düsseldorf, chez BASF. Et là, c'était, il faut un train avec 30 wagons, sinon, je n'appuie pas sur le bouton. Et nous, on était entre les deux. Il n'y avait pas le... Ouais, les échelles n'étaient pas alignées, quoi. Parce qu'il n'y avait que deux petits. Alors, nous, on était tout petits. L'Occitane était moins grand à l'époque, mais était quand même assez important. Et il n'y avait peut-être pas la volonté politique d'aller plus loin aussi. Donc, ça ne s'est pas fait. Mais si je prends l'exemple des plastiques recyclés, en fait, le marché du plastique recyclé a vraiment émergé quand Coca a décidé de mettre du plastique recyclé dans ses bouteilles. Ça a sécurisé une filière. Ouais. Tant qu'il n'y a pas un gros qui va donner le tempo, ça ne marchera jamais. Et donc, le premier je reviens sur ma flèche, là, un gros qui va avoir une démarche un peu vertueuse. Alors, est-ce que c'est pour faire plus de ventes ou maintenir? Bon, peu importe, mais n'empêche que ça tire la filière. Et quand on est tout petit, on peut y arriver, mais ça va coûter très cher. Ou alors, ça va intéresser une niche de population est super convaincue, quoi. Enfin, un peu comme les solides, cosmétiques solides, qui peuvent être très bien, mais qui touchent, parce que d'un point de vue qualité, plaisir, le rendez-vous, il n'est pas au même niveau que des crèmes. Donc, ouais, il faut rendre compte, mais tout ça, ça émerge et ça vient progressivement. Mais je pense que ça va s'accélérer très, très vite sur des sujets, quoi. Enfin, la banque, il y a le USR, enfin, il y a des labels qui arrivent. Enfin, on parlait de CSRD tout à l'heure, notation extra-financière. Je pense que c'est des choses qui. Le consommateur, la Nutella, l'huile de palme, tous ces sujets. Enfin, il y a le sociétal, là, du coup, qui va frictionner par rapport à l'exemple de tout à l'heure avec l'économique, parce que une association va publier un truc sur une marque qui utilise des produits de palme vertueux, la marque, économiquement, du coup, ça va super. Je prends Mustela, dans l'univers que je connais bien. Mustela, en bébé, rien a priori d'écologique. Par contre, réglementairement, il n'y a rien à dire. Le patron Mustela n'était pas un fervent défenseur de l'écologie. Aujourd'hui, il y a une vraie démarche qui est en place pour être vertueux, donc c'est très bien. Mais parce que je pense qu'il y avait un peu une mise en danger, parce qu'il y a des attentes sociétales. Qu'est-ce que tu fais pour la planète? Qu'est-ce que tu fais pour la santé? Si tu fais rien, à un moment donné, je ne comprends pas. Et donc, mais c'est ils ont switché, ils sont dans le bon sens, et c'est très bien. Donc, il y a le consommateur a un pouvoir incroyable. Je pense qu'il ne s'en rend pas compte encore complètement. Ça allait un peu dans le sens de ma question. Tant mieux, hein, comme si c'est le consommateur qui amène les chefs d'entreprise aujourd'hui, en tout cas les chercheurs à. Après, la difficulté, c'est par rapport à la question de consommateur, il faut que ce soit facile. C'est vert, orange ou rouge.
un truc gris clair, gris foncé, là. Enfin, et sauf que la vie, c'est pas blanc, noir, quoi. C'est une nuance de gris, de vert, de orange. Et quand on a des cahiers des charges, je veux le Yucca Green, bah, ok, mais c'est ultra simpliste et c'est ultra réducteur dans les choix, même si c'est bien parce que c'est pas des experts. C'est très bien ce qu'ils font, ils ont du jambon au cosmétique, ils passent par plein de produits, mais voilà. Lecture facile. Ouais, mais qui n'est pas toujours facile à apporter, quoi. C'est pour ça que la vente à domicile, c'est parfait. On explique les choses comme je le fais ce soir. Fonction recherche et développement, tout est à Noël et ça représente combien de personnel et combien de même, mais quelle spécificité ou quel niveau de compétences Alors, est-ce que vous trouvez? Oui, tout est à Noël, au laboratoire. On est une petite vingtaine. Alors, R&D, réglementaire, qualité. Et ça va jusque, on a eu jusque pharmacien. Voilà, enfin, niveau pharmacien, filière industrie. Et ça démarre à bac+2. Et on trouve, oui, on trouve par la force des choses, mais il y a pas mal, il y a un effet Covid, des Parisiens ou des urbains se mettent au vert. Et alors, c'est pas en R&D, mais c'est en digital. Il y a la responsable digitale qui est arrivée, qui était parisienne, qui est devenue nantaise et qui travaille chez nous. Donc, avec du télétravail, parce que ça fait beaucoup, mais qui est super content. Et donc, oui, ça aide tous ces changements. Et en R&D, en l'occurrence, les filières cosméto sont pas mal développées. Mais c'est plus en détergence, paradoxalement. Et est-ce que vous avez des besoins de spécialité particulière ou de... Oui, mais en toxicologie, par exemple, on a Sabine qui était chargée d'affaires réglementaires, qui a travaillé. Alors, elle est libanaise, mariée à un Breton. Il vit de Cholet et elle s'occupait des affaires réglementaires après avoir travaillé dans un big pharma. Et en fait, on avait besoin, le sujet de toxicologie, analyse de profil de formule pour valider par un toxicologue que la formule est sécure pour le consommateur, il n'y a pas d'ingrédients, d'interaction, etc. Il faut passer par. On a hésité et finalement elle s'est formée. Donc on a formé, on a accompagné la personne à se former plutôt que de recruter quelqu'un. Ça fait une double. Donc on va vers ces filières et paradoxalement, c'est plus sur les métiers plus manuels, de maintenance, de fabrication, où on peut avoir du mal à trouver. Parce que le côté manuel n'a pas eu bonne presse, à l'école en tout cas. Hein, et aujourd'hui, ceux qui sont dans les filières plomberie, électricité, etc., ont du travail sans problème. Ça, c'est sûr. Et c'est plus là, paradoxalement, qu'on peut avoir. Voilà. Mais on s'en sort pour la partie R&D. Global, est-ce que vous estimez avoir un turnover inférieur à la moyenne et comment vous maintenez globalement les équipes? Oui, je pense que le turnover il est inférieur à la moyenne. On doit être à moins de 5%, enfin entre 2 et 5%. Donc plutôt bas parce que alors on a cru rapidement sur ces dernières années. Donc forcément on dilue l'assiette quand il y a des départs. Mais les gens restent parce qu'ils s'y sentent bien ou parfois on ne comprend pas. Toujours, il y a des changements. Décorateur d'intérieur,
c'est pas trop ce que tu fais aujourd'hui. Ben, ouais, mais j'ai réfléchi. Enfin, il y a beaucoup de changements comme on a partout, hein. Mais en tout cas, c'est une gageure de tous les jours que d'arriver à fidéliser, et pas que sur les logiques de salaire. C'est ce qu'on dit, si tu veux gagner plus, mais va à Paris. Après, tu verras la notion de pouvoir d'achat, c'est ce qu'on gagne et c'est ce que coûte la vie. On fait la différence. Et finalement, c'est pour ça qu'on est bien dans nos campagnes. Et il y a le cadre de vie c'est par le cadre de vie et des conditions de travail qui sont vraiment très importantes. Enfin, Merci Olivier. Je vous propose qu'on poursuive les échanges Ouais. autour d'un petit moment convivial, si vous en êtes d'accord. Alors, tu avais quelques messages via Teams, D'accord. voilà, des messages de remerciement Ok. et de félicitations. Donc, à nouveau, moi aussi, je renouvelle mes remerciements et mes félicitations. C'était vraiment très intéressant. Et Mathilde, l'adjointe d'Abdou à La Rochelle, était particulièrement intéressée et a priori, nous semble dire qu'elle serait ravie de pouvoir faire ce circuit touristique du site avec un salarié, avec un guide, de visiter le site. Ah ben, avec problème, enfin, sans problème, pardon. Mathilde, le message est passé. Oui, non, mais Je ne sais pas si c'était au courant, mais nos technico-commerciales des agents vont venir. Oui, ça a été vu avec Oui. avec Lydie, je crois. Oui, Ouais. au mois de juin. Non, mais et puis c'est super. Enfin, quand on travaille dans une équipe, c'est important de se voir dans un contexte un peu différent. Et là, c'est ce que on a la salle. Une journée de travail haute, on a une salle de réunion, du café, du wifi, des tables, des chaises, donc a priori on peut travailler, mais on peut compléter avec une visite et Un atelier pause. et un atelier là-bas. Donc, j'avais pas vu mais avec plaisir, sans problème. Merci beaucoup encore une fois, Olivier. Et puis, je propose qu'on bascule à côté autour d'un verre et qu'on poursuive évidemment les échanges puisque c'est le but.